bonsoir tout le monde. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue au nom de l'Aéroclub de Suisse à ce deuxième webinaire de l'Aéroclub qui est consacré principalement aux questions d'espace aérien. Je vous informe que le webinaire sera enregistré et qu'il sera disponible sur la homepage de l'Aéroclub pour le revoir. Je me présente, je m'appelle Jean-Michel Zellweger, je suis le représentant pour la Suisse romande du comité central de l'Aéroclub. Et c'est Gaby Rossier qui, c'est bientôt une tradition, encore une troisième fois, puis ce sera une tradition, qui va assurer la présentation de ce séminaire qui durera à peu près 1 heure. Nous aurons 3 communications principales, une de l'Aéroclub, une de Skyguide et une de l'OFAC, les 3 présentées par Gaby. Le succès de notre manifestation est vraiment grandissant puisque nous avons actuellement 136 inscrits. J'espère qu'on a encore du monde qui va venir. En Suisse alémanique, lundi, il y avait plus de 400 participants et tout a bien marché. Donc, c'était vraiment un très beau succès. Je pense que la formule est visiblement appréciée. D'abord, ça permet à beaucoup plus de monde de participer. Ça évite les déplacements. Et puis, ça montre aussi le souci de l'Aéroclub d'informer nos membres de tout ce qui se passe. Quelques règles d'usage que vous connaissez sans doute. Faites bien attention à couper vos microphones. C'est jamais très agréable d'entendre un chien aboyer ou bien un téléphone portable sonner. Et puis, ça se fera aussi avec les caméras coupées. Si vous avez une question en cours de présentation, des questions de compréhension rapide, vous avez dans le petit bandeau une main, vous pesez dessus, ça signale que vous avez une interrogation et à ce moment-là, Gaby interrompra la présentation pour prendre votre question. Mais ce n'est pas l'occasion d'organiser un débat à ce niveau-là. Il y aura à la fin un tournus de questions. Donc, notez vos questions et puis vous pourrez les poser en toute liberté à la fin, une fois que le séminaire sera terminé. Voilà. Encore une chose, Marc Robert de l'Aéroclub, traditionnellement, assure la gestion du webinaire. Il le fait très bien. Et là, juste avant de débuter, est-ce que Marc, tu as encore une remarque à faire? Non, c'est tout clair. C'est tout clair, super. Donc, je vous souhaite une passionnante soirée, beaucoup d'informations utiles. Vous verrez qu'il y en a pas mal. Et puis, je passe le mot à Gaby. Merci Jean-Michel. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Aussi de ma part, une cordiale bienvenue pour ce séminaire Espace aérien 2022. Comme Jean-Michel vous l'a dit, ça va durer environ 1 heure. Cette année, on n'a pas énormément de changements, donc on devrait pouvoir s'en sortir en 1 heure. Et si les débats ou les questions s'ouvrent un peu plus longtemps, c'est pas bien grave non plus. On est là pour vous. Donc, je vais vous parler ce soir des différents sujets, comme l'a déjà un peu préparé Jean-Michel. Redesign de l'espace aérien de la région de Zurich, les changements effectifs de l'espace aérien en 2022. On va parler un petit peu de la fréquence blabla 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vous ferai une présentation faite par Skyguide sur l'espace aérien ECHO. C'est le directeur Yves Schneider qui a préparé cette présentation, mais qui m'a demandé très gentiment de la faire pour lui. Ensuite, on fera un petit rappel de See and Avoid, quelques autres petits rappels sur différents sujets. Et on va vous parler des vidéos de l'OFAC sur l'espace aérien Delta. Donc, on aura traité Echo et Delta ce soir. Et on finira par des discussions et des questions. On va commencer par le redesign de l'espace aérien Zurich. Pour ceux qui s'y sont déjà un petit peu intéressés, la feuille est en allemand, là, mais c'est juste pour vous montrer que si je prends le petit laser, qu'on a commencé en 2018 déjà à parler de ça, et qu'actuellement en 2022, on a fait un certain nombre de réunions et de discussions. Le GASCO, c'est le General Aviation Steering Committee, c'est un nom qui sonne très bien, qui est en fait une assemblée, si on veut bien, d'organisations comme l'Aéroclub de Suisse, l'Association des aérodromes, etc., qui essayent de faire un contrepoids à Skyguide ou à l'OFAC. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, 3 ans de travail avant d'en arriver à la solution 3.1, qui est la solution actuelle. Voilà la carte quand la piste 34 est en usage.
d'où le HX Zurich On. Et vous pouvez voir ici, les zones en verte sont les zones où nous avons gagné un petit peu d'altitude, en général 1000 pieds. Les zones restreintes sont 1000 pieds plus haut, donc pour nous, un petit peu de gain d'espace aérien. Et en rouge, par contre, les zones où nous avons perdu un peu d'altitude. Aussi, là, en général, il s'agit de 1000 pieds de moins. Donc, comme vous pouvez le voir, 3 ans de travail qui nous amènent finalement à une solution pas vraiment différente de ce qui est actuellement en usage, mais quand même avec certains points assez chauds. C'est assez difficile à voir, mais on peut voir que pour le moment, Winterthur et Spectre sont dans la CTR de Zurich. Et donc là, on a encore des points délicats à discuter et aussi toute la zone pour le vol libre de Uetliberg. Si maintenant je prends la carte suivante avec HX off, donc quand la piste 34 n'est pas en service, vous voyez que là on gagne un tout petit peu plus, mais vraiment c'est des bricoles. On a toujours cette grande zone dans la Suisse de l'Est où on perd 1000 pieds et différentes autres petites zones aussi où on perd. Maintenant, cette redesign de Zurich, on n'atteint pas vraiment les buts qui avaient été fixés au départ. L'espace aérien aurait dû devenir plus simple. Comme vous avez pu le voir vous-même, on est à peu près à quelques virgules près à ce qui est actuellement en service. On aurait dû avoir quelque chose qui soit suffisamment simple pour qu'on puisse réduire de manière marquante les violations d'espace aérien. Il avait été budgété une diminution d'un quart dans les 5 ans des violations d'espace aérien. Pour le moment, c'est clair, ce n'est pas encore en service, mais vu la complexité exactement la même qu'avant, on peut déjà prédire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de violations. Ensuite, on aurait aussi dû obtenir une réduction du nombre de procédures IFR, au moins 20%. Actuellement, il y a toujours 98 procédures IFR à Zurich-Kloten et il n'y en a pas une seule qui a été encore proposée d'être supprimée. Ensuite, on aurait dû rendre les procédures IFR plus sûres en réduisant la complexité. Pour le moment, comme déjà dit, on est tout aussi complexe qu'avant. Et le dernier point qui aurait voulu être atteint, c'est qu'on n'augmente pas les nuisances sonores. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de raison que ces nuisances sonores soient diminuées au vu de la situation presque identique avec celle actuelle. Le calendrier n'a pas du tout été respecté. On a eu une dernière information le 29 novembre par Skype qui nous a toujours confirmé qu'on était à cette version 3.1 pour le moment. Le FAC a mandaté une entreprise externe pour une analyse quantitative des zones tampons nécessaires pour les procédures IFR. Là, très étonnamment, il n'y a pas vraiment de règles internationales extrêmement bien établies pour toutes ces zones tampons et il y a quelques recommandations et autres, mais pour le moment, ce n'est pas vraiment clair et défini quelles zones tampons doivent être appliquées où. Donc là, il y a encore cette entreprise qui a été mandatée pour faire une analyse de risque à ce niveau-là. On a toujours, comme je vous l'ai déjà dit, des zones critiques à Winterthur et Speck-Feraldorf pour les aérodromes et Uetliberg. On aurait dû avoir des réunions à partir d'août l'année passée pour ces 3 régions. Ces réunions n'ont toujours pas eu lieu. Donc là, on est pas mal en retard sur le programme. Et c'est clair pour les aérodromes de Speck et de Winterthur, c'est pas très agréable de savoir qu'ils sont en principe, qui devraient fermer avec l'état actuel du projet. Et de ne pas savoir ce qui se passe pour eux, c'est clair que ce n'est pas évident de vivre avec cette situation qui n'est pas claire. Je tiens, s'il y a des personnes qui viennent de ces 2 aérodromes, quand même à les rassurer. On a quand même beaucoup de points d'information qui montrent que ces aérodromes vont être sortis de la CTR et qui pourront continuer à être exploités. Et puis, tôt ou tard, on devrait avoir une consultation officielle à ce sujet-là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est parti avec beaucoup de bonnes idées de simplification, de rendre les choses plus faciles, plus simples, moins de violations de l'espace aérien. Et finalement, actuellement, on est pratiquement à la situation actuelle sur le nouveau projet. Donc là, on a dépensé beaucoup d'énergie, probablement aussi un peu d'argent pour faire avancer des choses qui malheureusement ont finalement pas beaucoup avancé.
Voilà pour l'état des discussions au sujet du redesign de Zurich. Je vais passer maintenant au changement de l'espace aérien pour cette année. Là, on a encore été relativement protégé. Cette année, on a peu de changements d'espace aérien. D'après les prévisions qu'on a pour l'année prochaine, ça va se gâter un petit peu. Mais on va se concentrer sur cette année. Donc, cette année, les changements d'espace aérien ont été publiés avec l'AIC 005-2021. Et ensuite, on a une ordonnance qui a été publiée le 25 janvier de cette année, donc il y a quelques mois déjà, pour donc confirmer les changements définitifs pour cette année. Ces changements concernent la TMZ du nord-est de la Suisse, l'aérodrome de Grange pour sa radio mandatory zone, les changements de Zurich TMA 8 et Bâle TMA AZ3, vous verrez que ce n'est pas grand-chose, ça c'est plus ou moins que cosmétique. Par contre, ce qui est beaucoup moins cosmétique, c'est les LSR pour les mini-drones. Il y a beaucoup de zones de tir qui étaient en LSD dans le passé, qui vont passer en LSR ou qui sont passées, pardon, en LSR cette année. Et pour finir, je reviendrai sur les zones de vol à voile LSR 22-25 et la nouvelle zone restreinte 36. On commence par la TMZ de la Suisse de l'Est. On ne voit pas très bien ici, mais c'est ce trait noir que vous avez là en bas. Je remonte. Donc, c'est toute cette zone-là qui est en contact avec la RMZ déjà existante, pardon, la TMZ déjà existante de Friedrichshafen. Et donc, cette zone-là est active maintenant depuis le 24 mars. L'ordonnance date du 18 mai 2021. Comme je viens de vous le dire, c'est entré en vigueur le 24 mars de cette année. Elle ne concerne pas le vol libre, le parachutisme ou les modèles réduits. Tout ça pour des raisons bien simples. Il n'existe encore aucun transpondeur pour le vol libre ou pour des parachutistes ou pour des modèles réduits. Donc, c'est vraiment ceux qui ne peuvent pas avoir de transpondeur qui sont exclus de cette obligation TMZ. Il semblerait que vous ne voyez pas mon laser là. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si vous voyez mon point rouge qui bouge ou pas? On ne voit Si, pas. on le voit. Moi, je le vois. Ah, il y en a qui voient, d'autres qui ne voient pas. Moi, je le vois aussi. Ouais, Ok, moi je ne vois merci. pas, donc c'est une question interne. Voilà. Alors, désolé, je ne vais rien pouvoir faire pour aider ceux qui ne le voient pas. Et avec la souris. Je suis avec la souris, justement. Si je fais avec la souris, je pense que ce n'est pas mieux. Non, normalement, vous ne voyez rien si je fais avec la souris. OK. Désolé pour ceux qui ne voient pas le laser. Je vais quand même continuer. Donc, pour vous, les pilotes, fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change. Depuis 2008, tous les aéronefs motorisés doivent être équipés d'un transpondeur modeste. Et selon le VRVL article 29, le transpondeur doit être enclenché, sauf si on reçoit des indications contraires de l'ATC. Donc, si vous avez un aéronef motorisé avec un générateur à bord, vous devriez enclencher le transpondeur chaque fois que vous êtes en vol. J'aimerais faire une petite remarque là-dessus. N'oubliez pas quand même si vous, avec votre transpondeur, vous ne voyez pas forcément les autres, par exemple les FA-18, vous voyez sur le radar si vous avez un transpondeur enclenché. Et je vous rappelle qu'il y a eu une presque collision au-dessus de Fribourg entre un planeur et deux F-18. Et si le planeur avait été équipé d'un transpondeur, peut-être que ça aurait aidé à éviter cette situation dangereuse. Donc, l'autorité, le FAC militaire, la MAA, recommande vraiment fortement de chaque fois que vous pouvez d'enclencher vos transpondeurs, tant que bien entendu la source électrique est suffisante. Pour cette zone de la TMZ de la Suisse de l'Est, il y a aussi un listening squawk qui a été introduit sur une base volontaire pour cette année. Et il y a un questionnaire sur le site de l'EFAC que je vous prierai de remplir chaque fois que vous allez dans cette zone et que vous utilisez ce listening squawk. Ce listening squawk, c'est assez simple. Quand vous rentrez dans la TMZ, vous mettez votre squawk sur 2677 et vous mettez sur la fréquence qui est inscrite sur la carte vol à voile ou la carte ICAO, qui est 119 925, et vous n'avez pas besoin d'appeler. C'est l'ATC
qui va vous appeler si elle a une information à vous demander ou à vous donner. Cette TMZ, elle a été faite principalement, je vais peut-être prendre une autre carte pour vous la montrer un petit peu mieux. Cette TMZ, elle a été faite principalement pour protéger les trafics IFR dans le triangle Friedrichshafen, Zurich-Kloten et Altenrhein. Dans ces approches pour Friedrichshafen ou pour Altenrhein ou pour Kloten, il y a eu plusieurs presque collisions qui ont fait que le FAC et SkyGuide se sont demandé comment faire pour un petit peu mieux protéger ces trafics IFR. Il y a aussi eu quelques cas assez épiques où un trafic IFR a dit qu'ils avaient croisé un planeur à moins de 60 mètres et quand on a vérifié les trajectoires enregistrées, on s'est aperçu qu'il y avait quand même encore 600 mètres entre les deux aéronefs. Mais enfin, ça fait partie de ces exemples qui ont fait démarrer ce projet de TMZ. Donc maintenant, cette TMZ, elle est active de 2000 pieds sol, donc jusqu'au niveau 100, donc uniquement dans l'espace aérien ECHO. Ce qui fait que si vous n'avez pas de transpondeur, un avion de collection ou classique, vous pouvez quand même voler en dessous de ces 2000 pieds sol, respectivement en dessous de 600 mètres sol. Et là, vous êtes en dehors de la TMZ. Ou vous pouvez aussi contacter idéalement par téléphone avant la Zurich Information pour leur demander si vous pouvez y aller. Et en général, SkyGuide a dit qu'il favoriserait ce genre de survol dans la TMZ, même si l'aéronef n'est pas équipé, pour autant qu'on soit sous contrôle radio. Donc, deux manières de faire. La manière, on va dire, listening squawk, vous vous mettez 2677, vous vous mettez sur la fréquence et vous y allez sans aucune autorisation. On vous appellera s'il y a quelque chose. Ou alors, vous êtes déjà sur Zurich Information depuis plus longtemps. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin forcément de changer sur cette fréquence dite ARFA, mais vous pouvez rester sur Zurich Information. Zurich Information doit vous donner des informations de trafic, VFR-VFR ou VFR-IFR, alors que sur la fréquence de la TMZ, en principe, il n'y a que des informations au trafic IFR à propos de trafic VFR. Donc, vous, comme trafic VFR, ne recevrez pas forcément toutes les informations. SkyGuide a promis d'essayer de le faire quand même chaque fois que ça sera possible. Donc, si le contrôleur voit qu'il y a un trafic avec un certain risque de collision avec vous, il va essayer de vous informer, mais ils ne doivent pas le faire. Et autre information, cette place de travail au radar pour cette TMZ sera occupée pas à 24 heures sur 24, mais en principe, quand il y a des trafics IFR annoncés dans le fameux triangle, ou quand ils ont des zones de haute activité de vol, là, en principe, il y aurait quelqu'un. Mais autrement, la console sera fermée et pas occupée, et la fréquence sera mise en commun probablement avec Zurich Information. Voilà pour la TMZ. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à la fin. On va passer au sujet suivant, la Radio Mandatory Zone de Grange. Fondamentalement, rien de nouveau par rapport à 2021. Donc, Grange est soit occupée à la tour avec des contrôleurs de l'ATC qui utilisent la tour officielle, soit elle est en Radio Mandatory Zone pendant les heures, par exemple, de dîner où les gens de la tour vont manger, ou en soirée, quand il y a moins de trafic. La tour n'est pas utilisée 24 heures sur 24. Pour que la tour puisse être mise en Radio Mandatory Zone, avant, Grange devait faire une demande soit d'horaire normal pour toute l'année, soit pour des horaires spéciaux à l'EFAC. Et l'EFAC devait, chaque fois qu'il y avait des horaires spéciaux, donner une approbation à ce changement de régime. Maintenant, on a pu obtenir pour que, par exemple, des compétitions de vol à voile ou de parachutisme ou de voltige puissent avoir lieu de manière plus simple à Grange, que Grange puisse eux-mêmes décider d'un changement de régime tour ou RMZ jusqu'à 4 fois par jour. Donc, ils peuvent changer par eux-mêmes, sans aucune autorisation de l'EFAC,
2 fois aller-retour, mettre en service la tour, enlever la tour, remettre en service la tour, enlever la tour dans la journée. Et ça de manière totalement autonome. Ça, c'est quand même un bon gain et pour Grange, c'est quand même beaucoup plus simple que chaque fois devoir faire une demande à l'OFAC. Voilà pour la tour de Grange. Sujet suivant, comme je vous ai dit, ce n'est pas un sujet très important, c'est la zone de la TMA 8 ici, réglée par Zurich Information pour nous. Et la zone de Bâle, cette fameuse AZ3 qu'on voit, c'est ce petit triangle qui est pratiquement au milieu de l'image pour ceux qui ne voient pas mon laser. Et la séparation entre ces deux zones a été bougée de quelques centaines de mètres. Pour nous, ça change strictement rien. C'est toujours les mêmes fréquences, c'est toujours les mêmes personnes à appeler qu'avant. Simplement, ça, il y a, au niveau des dimensions horizontales, il y a eu quelques tout petits changements. Personnellement, j'ai essayé de comparer les cartes de l'année passée et celles de cette année et je suis incapable sur la carte de voir une différence. Mais officiellement, il y a quelques coordonnées qui ont légèrement changé. On va passer au LSR pour les mini-drones. Ça, c'est vraiment le gros changement espace aérien pour cette année. Je vais commencer par la zone de Longrain. Donc, Longrain, la forme a légèrement changé. Avant, c'était, comme toutes les autres zones qu'on va voir maintenant, une LSD, donc une zone de danger qui nécessitait une attention augmentée de la part du pilote avant de traverser. Mais pour être franc, quand il y a des obus de lance-mines qui volent pendant 90 secondes environ, j'ai beaucoup de peine à m'imaginer qu'un pilote, même en augmentant son attention de manière extrêmement forte, puisse voir ces obus de lance-mines voler pendant 90 secondes et pouvoir éventuellement même essayer de l'éviter. Donc, honnêtement, je pense que c'est presque raisonnable qu'on en soit venu à des zones restreintes parce que c'était donner une fausse idée de pouvoir faire quelque chose aux pilotes que de pouvoir traverser ces zones de danger. Maintenant, c'est clair que la grosse conséquence avec une LSR, c'est que si vous la violez, ben voilà, ça peut être punissable. Le FAC et l'armée ont promis d'être généreux au début, de ne pas punir tout de suite, d'essayer de faire des avertissements, de montrer quand même qu'il faut vraiment faire attention. Donc voilà, mais par contre, c'est clair que s'il y a un pilote récidiviste et qui s'en fout un petit peu et qui traverse les zones, probablement là, il y aura quand même des sanctions tôt ou tard. Donc faites attention, maintenant, c'est des zones restreintes. On passe à la zone de Interrhein. Interrhein, c'est donc vers le col du San Bernardino. C'est une zone principalement pour les obusiers de l'armée. Et là aussi, maintenant, ils coordonnent ces tirs d'obusiers avec des mini-drones pour voir si les coups arrivent dans la région des buts et puis de pouvoir corriger les tirs au vu des images données par les mini-drones. Donc, on a vraiment ces mini-drones qui volent en parallèle, bien sûr, à côté des obus, là aussi, mais eux, ils savent exactement où les tirs ont lieu. Et donc, on a dû, pour cette raison, faire une LSR parce que ces mini-drones volent en dehors de la vue du pilote et que pour les protéger et pour vous protéger, vous, l'armée a décidé, partout où ces mini-drones sont actifs, de faire des zones restreintes. Comme vous pouvez le voir, le col du San Bernardino, toute la partie est est en dehors de la LSR. Donc, même si la météo n'est pas très bonne, s'il y a assez de plafond pour pouvoir survoler le col, il y a moyen de passer en dehors de cette LSR. Bière, qui touche directement nos amis de Montrichet, évidemment. Là, on a pu intervenir assez tôt dans la formation de cette LSR pour enlever la partie est de l'ancienne LSD qui touchait l'aérodrome et qui, en gros, empêchait de voler à Montrichet quand elle était active. Maintenant, comme vous pouvez le voir, la zone est a été un tout petit peu raccourcie de manière à ce qu'à Montrichet, on puisse continuer à voler quand la LSR est active. Quatrième zone, la zone du Simplon, là, c'est un petit peu mon malheur. J'aurais aimé vraiment pouvoir garder un corridor, quelque chose d'ouvert, de ne pas boucler
tout le col du Simplon quand c'est utilisé. Malheureusement, mes arguments n'ont pas vraiment fait mouche et l'armée a décidé de publier définitivement la zone comme prévu. Et comme vous pouvez le voir, cette zone est assez grande. Elle monte très haut, hein, jusqu'à 22 500 pieds, et elle bouche tout le passage du col du Simplon. Là aussi, l'utilisation des mini-drones justifiait ce changement en LSR. L'armée ne va pas tirer plus ou activer plus souvent la LSR du Simplon que par les années passées. En fait, au niveau du nombre d'unités qui s'entraînent, c'est resté tout à fait constant et on n'a donc pas de supplément d'activité par rapport à avant. Mais avant, si vous passiez dedans, vu que c'était une LSD, de nouveau, il y avait cet aspect de non-punition, alors qu'aujourd'hui, si vous passez dedans, probablement, là, il y aura quand même des sanctions qui vont être prises. Donc, faites très attention. L'armée a promis de désactiver la zone. Vous savez que le DAPS est réactualisé 3-4 fois par jour. Et l'armée a promis de désactiver la zone dès qu'elle serait plus utilisée de manière assez rapide, de manière à ce qu'à tout moment, maintenant qu'on a tous des Natel ou des tablettes, qu'on puisse vérifier sur le DAPS si elle est toujours active ou pas. À ce sujet-là, on parle d'un nouveau DAPS, DAPS New Generation, d'ici quelques temps, qui devrait être obtenable avec une application en 3D sur n'importe quelle tablette ou smartphone et qui serait remise à jour très régulièrement, probablement plus qu'une fois par heure. Donc là aussi, pour l'avenir, probablement, des zones comme le Simplon pourront être désactivées de manière plus simple, de manière à pouvoir profiter du passage possible. C'est clair, quand on planifie un vol, on décolle forcément, que ce soit de Sion ou de n'importe où, ou du Tessin, on est forcément en vol déjà depuis une demi-heure, 3/4 d'heure quand on arrive dans cette zone. Donc, c'est difficile de prévoir qu'elle va s'ouvrir, bien évidemment. Mais faites attention, là aussi, il y a beaucoup de métal en l'air et du métal qui vole pendant très longtemps. On continue la ronde de ces zones LSR. On arrive à la zone du Sentis. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une zone qui est beaucoup plus grande que ça paraît sur la carte. Hein. Les échelles sont un peu trompeuses. Et on a donc une zone LSR Sentis 1 qui est sur la droite de la carte. Et puis un agrandissement sur la gauche, LSR Sentis 2. Et là, on a pu obtenir que l'armée ne mette pas en service cette LSR Sentis 2 cette année, mais qu'il se contente de la LSR Sentis 1. Donc, on a pu éviter l'agrandissement de la zone. Pour l'année prochaine, malheureusement, il y aura très probablement un agrandissement de cette zone, soit vers l'ouest comme dessiné pour cette zone LSR2, ou plus probablement vers le nord-ouest, donc un petit peu en haut à gauche de la carte, pour justement profiter de diverses zones de tir où on peut faire des exercices coordonnés avec les drones. Donc là, c'est une zone qui a quand même des conséquences assez sérieuses pour tout ce qui est vol libre et ballon. La zone E-zone, qui est la suivante, comme vous pouvez le voir, là aussi une LSR qui ne va pas jusqu'au col du Chenery. C'est pour ça qu'on ne s'est pas trop battu pour cette zone-là, parce que le passage du Chenery est toujours ouvert et on peut contourner la zone relativement facilement, même en cas de météo un tout petit peu moins bonne. Donc là aussi, si vous passez dedans, il faut vous attendre à des conséquences. Pour la zone de Bure, comme vous pouvez le voir, elle est au nord-nord-ouest de l'aérodrome de Bressocourt. Et là aussi, on a essayé de se battre un petit peu parce qu'il y a le point d'arrivée nord de Bressocourt qui est clairement gêné par cette zone. Mais malheureusement, nos efforts n'ont pas été couronnés de succès et les volts de Bressocourt sont libres. C'est vraiment juste ce point d'entrée nord qui est gênant. Mais voilà, on arrive aussi là à contourner cette zone et à venir par un autre point d'entrée. Personnellement, je n'ai jamais vraiment volé à Bressocourt, à part une fois atterrir avec mon planeur. Donc, je ne connais pas toutes les routes en détail, mais je pense que c'est possible quand même d'opérer à Bressocourt, même quand la zone de Bure est active.
La dernière zone, c'est la zone de Grand Villard. Et là, on a eu beaucoup de succès. Il y a eu énormément de réclamations auprès de l'OFAC, respectivement de l'armée. La zone prévue, cette LSR 7 qui était prévue, bouchait vraiment toute la vallée. Et aussi les zones d'atterrissage du vol libre. Il y a, pour ceux qui voient mon laser, ici, il y a à Grand Villard le stand tir, qui est la zone d'atterrissage pour le vol libre de la région. Et c'est clair que si on bouge toute la vallée, non seulement on empêche les gens de passer, mais on empêche le vol libre de voler, parce que s'ils ne peuvent pas venir poser dans la vallée, ben, ils ne peuvent pas voler, même sur les crêtes en dehors de la zone de la LSR. Et là, grâce au combat ardu qui a eu lieu, on a réussi à convaincre l'armée de laisser cette zone en LSD, en zone de danger, et elle sera utilisée cette année encore comme zone de danger. Les mini-drones qui sont utilisés à Grand Villard pendant l'année 2022, pendant la saison, c'est les anciens mini-drones qui étaient utilisés à Gluringen. C'est donc des drones relativement petits, de vieilles technologies. Quand ils sont lancés, qui démarrent leur vol, c'est des drones qui suivent un parcours préprogrammé et on ne peut pas le stopper, le parcours. Donc, même si le directeur des tirs voit un aéronef arriver, il n'a pas la possibilité de stopper le drone et d'arrêter l'exercice. Donc, c'est une des raisons pour laquelle probablement ces drones vont être abandonnés à la fin de cet été et qu'on pourra, pour l'année prochaine, rediscuter de cette zone. Donc, un franc succès de la part des réclamations de tout le monde, de l'aérodrome de Gruyère, des différents groupes de vol libres de la région. Grâce à ça, on a pu laisser cette zone en LSD. Donc, zone de danger à traverser qu'avec une attention augmentée. Comme je vous l'ai dit, les drones qui volent là-dedans ne sont pas très grands. Donc, j'ai aussi un petit peu des doutes là que vous ayez une chance de les voir. J'ai une question de Mickey. Non, ils n'ont ni flamme ni ADSB. C'est vraiment des vieux drones qui n'ont rien du tout. Donc, vous pouvez que les voir visuellement et c'est tout. Voilà pour Grand Villard. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour l'année prochaine. On a déjà eu des réunions. L'armée prévoit de publier environ 30 places de tir supplémentaires comme LSR. Alors, pour être franc, ce sont toutes des places de tir qui sont déjà actives depuis des années. Donc, il n'y a aucune place de tir nouvelle qui va venir. Par contre, avant, ces places de tir, vous les voyez que sur les avis de tir militaires. Et pour l'année prochaine, probablement, toutes ces zones vont être transformées en LSR. De nouveau, pour la raison que l'utilisation des mini-drones plus loin que la vision du pilote du mini-drone ne permet pas de garantir une sécurité de l'espace aérien et ça les oblige, ça oblige l'armée et ça oblige le FAC à publier des LSR. Donc ça, c'est un petit peu la mauvaise nouvelle. On va passer aux zones suivantes. Je vous ai dit au début, il y a une question sur la carte vol avoir une DLSD 7, D22 qui ne se ressemblent pas. Oui, les deux peuvent être activés séparément. Donc, la LSD 7 peut être activée sous la forme que je vous ai montrée avant, si je reviens. Donc, sous cette forme-là, ou sous la zone la plus grande, l'ancienne zone. Mais probablement, cette zone ne sera jamais activée selon le format de l'ancienne zone, mais seulement sous ce format-là. Il n'y a pas de garantie définitive pour ça, mais en principe, ça sera cette zone LSD 7 qui peut aller soit du sol à 5500 pieds, soit de 4500 pieds à 9000 pieds. Donc, cette zone sera publiée par DAPS et là, vous pourrez voir la forme et les altitudes de l'activation. Je reviens à nos zones de vol à voile. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a la LSR 22 et 25 qui sont deux zones de vol à voile qui sont superposées en fonction de si c'est 1000 on ou 1000 off, donc jusqu'à 3950 mètres ou 4550 mètres. Et le problème qu'il y a eu, c'est que les approches sur Meiringen,
qui passent, pour ceux qui voient mon laser, tout au nord de cette zone, ici, il y a des approches autonomes GPS faites par les F-18 sur Meiringen qui viennent s'aligner aussi loin que ça pour commencer leur descente IFR sur Meiringen. Et il n'était pas tolérable que les zones de vol à voile restent actives dans ces zones-là avec les petites distances au nuage. C'est pour ça qu'ils ont créé cette LSR 36 pour protéger ces approches IFR sur Meiringen. Maintenant, cette LSR n'est pas une zone interdite ou autre. Simplement, vous devez garantir les grandes distances au nuage lorsqu'elle est active. Donc, par exemple, pour le parachutisme à Reichenbach ou des activités comme ça, vous pourrez toujours y aller. Hein, ce n'est pas une zone interdite, mais simplement en respectant les distances normales au nuage de manière à pouvoir permettre du trafic IFR dans ces zones. Un petit rappel maintenant, c'est un sujet qui me tient un peu à cœur depuis quelque temps. Si vous regardez sur le VFR manuel, sur le point 4.2, qui traite des DAPS, vous voyez que les tirs militaires ne sont publiés qu'à une hauteur de plus de 250 mètres au-dessus de la surface du sol. Je vous rappelle qu'on est tous autorisés à voler sur campagne jusqu'à 500 pieds sol, respectivement 150 mètres sol. Donc, vous voyez que là, on a une différence de 100 mètres où il peut y avoir des tirs militaires qui ne sont pas publiés sur le DAPS et qui sont quand même là. Il y a du métal en vol et vous avez totalement le droit de passer à 150, 160 mètres sol au beau milieu de ce métal qui vole. Et comme vous avez vérifié le DAPS, vous avez le sentiment d'avoir fait votre job et d'être du bon côté. Malheureusement, je vous rappelle que les tirs militaires ne sont publiés qu'à partir de 250 mètres sol. Donc là, faites très attention si vous prévoyez de faire des vols un petit peu à basse altitude, par exemple dans la région de Longrin ou autre, vérifiez s'il n'y a rien sur le DAPS, sur les avis de tir, si la zone est active ou pas. Donc entre 150 et 250 mètres sol, vous n'êtes pas protégé des tirs militaires par le DAPS. Il y a eu des exemples d'hélicoptères qui ont fait des atterrissages en campagne au beau milieu de la zone de Longrin où ça tirait dans tous les sens. Il y avait des tirs de sniper et quand il y a des tirs de sniper d'un côté à l'autre de la vallée, les tireurs sont, semble-t-il, extrêmement concentrés sur une toute petite zone visible dans leur viseur. Et quand tout d'un coup un hélicoptère est arrivé dans cette zone visible, eh ben, il y avait déjà quelques coups qui étaient en route. Heureusement, c'est des tirs tendus, les trajectoires sont beaucoup plus rapides. Là, on ne parle pas de 90 secondes comme pour les lance-mines, mais quand même, ce n'était pas sans danger. On a aussi un PC-24 qui est passé aussi dans la zone de Longrin vers 200 mètres sol, alors qu'il y avait des tirs qui avaient lieu. Heureusement, ça n'a pas touché, mais c'était un petit peu de la chance, hein, plus qu'autre chose. Donc, n'oubliez pas, vérifiez les avis de tir si vous prévoyez de voler pas très haut, même quand vous êtes légaux. On est en train de, pour le nouveau DAPS, peut-être même avant, de rediscuter un tout petit peu ça avec l'autorité militaire, la MAA, de manière à descendre cette limite des tirs militaires qui soit publiée à partir d'une hauteur de 150 mètres sol et plus de 250 mètres. Ça complique passablement les choses pour l'armée parce qu'ils ont quand même beaucoup de zones où effectivement on est dans cette gamme de hauteur entre 150 et 250 mètres sol. Mais là, on est en discussion, ça va prendre encore un petit peu de temps jusqu'à ce que tout soit nettoyé et propre. Sujet suivant, le dernier AIC qui est sorti tout récemment, c'est à propos d'un changement de call sign, donc de code d'appel. Actuellement, vous avez la fréquence ARFA, qui est donc celle qui sera utilisée aussi pour la TMZ du nord-est de la Suisse à 119 925, hein, qui s'appelle actuellement ARFA. Vous avez Zurich Delta et Geneva Delta. Hein, pour nous, les utilisateurs de la Suisse romande, c'est plutôt cette fréquence qui est intéressante, à 119 175. Ces trois fréquences vont changer de call sign et s'appeler Alps Radar à partir du 21 avril.
Maintenant, c'est clair que si vous vous trompez et que vous appelez encore Genève Delta, ils vont vous répondre. Hein. C'est clair pour tout le monde, on sait qu'il y a une période d'adaptation. Donc, ces 3 fréquences restent les mêmes fréquences. C'est les mêmes opérateurs qui seront derrière les consoles. C'est simplement le nom, le call sign qui change pour Alps Radar. Donc, pour vous, pas de grand changement, si ce n'est qu'il vous faut savoir ce call sign. Il y a eu une campagne de Skyguide à propos des plans de vol non fermés, non clôturés ou des recherches d'aéronefs, soit par téléphone, évidemment au début, soit même par hélicoptère. Il y a eu beaucoup de cas dans les années 2020 et 2021. On a eu environ 1300 cas de recherche, au moins téléphoniques, qui ont été lancés. Une bonne partie de ces cas, ce sont des plans de vol qui n'ont pas été clôturés. Une des raisons pour laquelle passablement de plans de vol ne sont pas clôturés, c'est qu'ils n'ont pas été activés. Donc, quand vous rentrez un plan de vol dans le système informatique, votre plan de vol, il va être transmis à plusieurs unités différentes. Le contrôle aérien, l'ATC, si on veut bien, lui, votre plan de vol, si vous ne l'avez pas activé, il n'est pas actif dans le système. Donc, pour eux, effectivement, si vous avez été à votre avion, puis que tout d'un coup, juste avant de décoller, vous dites « Ah non, la météo n'est pas terrible », finalement, on n'y va pas, puis que vous n'avez pas activé le plan de vol, pour eux, votre plan de vol, il n'est effectivement pas actif. Par contre, pour la partie Search and Rescue, de recherche, le plan de vol, dès qu'il est dans le système, pour eux, il est actif, même si vous ne l'avez pas activé. Donc, dans tous les cas, quand vous avez un plan de vol, si vous n'allez pas voler, fermez-le, clôturez-le en appelant le fameux 0800 IFR VFR ou 437 837. Fermez tous vos plans de vol, clôturez tous vos plans de vol, même si vous ne l'avez pas activé. Et puis, on va baisser probablement le nombre de cas de 1300 à 7 ou 800. Ça serait déjà pas mal. Donc, merci à tout le monde de faire attention à ces plans de vol qui restent ouverts. Un dernier petit sujet, la fréquence blabla, hein, la fréquence 1, 2, 3, 4, 5, pour tout le monde, pour moi aussi, hein, depuis que j'ai commencé l'écolage en 1978, c'était une fréquence que tout le monde connaît, qu'on a le droit d'utiliser, c'est fait pour tout le monde. De fait, cette fréquence n'a jamais été officiellement dédiée à une fréquence blabla. Si vous prenez les tableaux de l'Office fédéral de la communication d'utilisation des fréquences, c'est pas marqué dedans fréquence blabla. Et depuis l'introduction du 833 kHz, cette fréquence, elle perturbe des fréquences juste à côté. Si vous avez encore une radio en 25 kHz et que vous émettez sur 123.45.0, vous perturbez des fréquences à côté. Donc, faites attention, employez plus cette fréquence tant qu'on n'a pas redonné des nouvelles. Actuellement, l'AOPA et l'Aéroclub essayent en commun d'obtenir une nouvelle fréquence et on essaye surtout d'obtenir une fréquence commune pour toute l'Europe. C'est pour ça que ça dure un petit peu plus et on est sur le bon chemin. On pense que pour l'année prochaine, on aura une nouvelle fréquence valable pour toute l'Europe. Pour le moment, utilisez des fréquences que vous savez être utilisables, comme les fréquences vol à voile, par exemple, ou d'autres fréquences que vous savez pouvoir utiliser, et n'employez plus cette fréquence 1, 2, 3, 4, 5. Comme petite information, il y a quelques années en arrière, déjà, je ne sais pas, 10-15 ans, on a augmenté la bande de fréquence de 136 à 137 MHz. Dans ces nouvelles fréquences, énormément des fréquences servent pour des transferts de données, des data links. Donc, quand vous les écoutez, ces fréquences, vous avez l'impression qu'elles ne sont pas utilisées. Il y a juste des craquements dessus, un petit peu comme les anciens fax. Il y a des petits craquements sur ces fréquences. Puis, vous avez l'impression que vous perturbez personne, mais en fait, oui, vous perturbez beaucoup ces transferts de données. Donc, essayez d'éviter de prendre une fréquence sauvage dans cette bande du haut de la bande de fréquence. Voilà pour la fréquence blabla et ça clorerait la partie Aéroclub de Suisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin, notez-les dans un coin et on y reviendra.
Je vais passer maintenant à la partie SkyGuide. C'est donc Yves Schneider qui est directeur chez SkyGuide, donc pas le CEO, hein, un étage en dessous, directeur, qui a préparé cette présentation pour vous. Actuellement, au niveau de SkyGuide, on a pas mal de soucis sur les espaces aériens éco. SkyGuide essaye de recueillir tous les problèmes signalés, de regarder un petit peu quels sont les résultats de base, ensuite de définir une voie à suivre. Ils ont créé aussi des hotspots, hein, des points chauds. Et puis, à la fin, si vous avez des questions et réponses, j'essaierai de faire les réponses, mais comme je ne suis pas de SkyGuide, je ne sais quand même pas tout dans les détails. Mais enfin, j'essaierai quand même d'y répondre si vous avez des questions. Comment a travaillé SkyGuide, hein? Ils ont d'abord créé un groupe qui s'occupait de savoir quel est le problème, pourquoi est-ce que c'est un problème, quelles sont les causes du problème, comment on l'appelle, comment on peut aligner tout le monde. Et puis après, ils ont essayé d'établir une position commune dans SkyGuide pour reprendre les choses, définir où sont ces points chauds, quels sont les problèmes généraux ou spécifiques, qui est concerné. Et ils ont créé une liste de hotspots, de points chauds, dans lesquels il y a la vallée du Rhône, toute la région Berne-Villisau-Fribourg, la région terminale de Genève, la zone de Saint-Médane, cette fameuse zone ARFA, là, la TMZ, toute cette région-là, il y a aussi eu pas mal de points chauds. La TMA 7 de Payerne est, semble-t-il, aussi une région assez chaude, et la région de Lugano pour nos amis du Tessin. Maintenant, de ces hotspots, on a cherché quelles sont les solutions à plusieurs facettes ou plusieurs niveaux et qui doit faire quoi. Et ensuite, il y aura des actions correctives qui vont être prises. Donc, si on reprend le problème vu depuis SkyGuide, il n'appartient pas à l'ATC d'empêcher une collision dans l'espace aérien ECO. SkyGuide doit fournir des informations sur le trafic dans la mesure du possible. Hein. Comme je vous ai dit aussi pour la TMZ, ils fournissent des informations dans la mesure du possible, mais il n'y a pas une obligation de fournir toutes les informations. Mais il existe des situations confortables dans l'espace aérien ECO où le personnel des services de la circulation aérienne de SkyGuide se sont responsables de la sécurité des aéronefs lorsqu'il y a perception d'un risque élevé de collision entre aéronefs et que sa capacité à intervenir ou à résoudre la situation est limitée. Solution 1 à ce problème, on verra qu'ils ont prévu 3 solutions. C'est de mettre à jour la formation interne afin d'améliorer et d'harmoniser la compréhension des responsabilités et surtout la limite de ces responsabilités. Et pour cette solution 1, la voie à suivre est de mettre à jour les modules théoriques et d'inclure des exercices dans l'espace aérien ECO dans la formation de base et de prendre contact aussi avec les équipages et les informer de ces points chauds. C'est un petit peu ce qu'on fait ce soir, même si on ne va pas directement aller sur les points chauds spécifiques. Deuxième solution, c'est de revoir la structure des prestations de services, hein, revoir la structure des secteurs, des unités d'Air Traffic Services. Et la solution pour ça, c'est de revoir la structure actuelle des unités dans les endroits où il existe de nombreuses unités fournissant des services ATS dans la même zone de l'espace aérien ECO. On va venir après sur un exemple où on a juste 5 unités différentes d'ATS qui gèrent une même zone, mais avec des altitudes différentes. Mais ça complique bien les choses. Simplifier les flux d'informations vers les pilotes pour les aider à assumer leurs responsabilités d'éviter d'autres aéronefs. Donc ça, c'est un service que, comme on a déjà dit plusieurs fois, SkyGuide ne doit pas forcément faire, mais offre dans la mesure du possible. Solution 3, identifier comment aider les pilotes à comprendre les classes d'espace aérien dans lesquelles ils évoluent et leur devoir de diligence dans cet espace aérien. Souvent, les pilotes ont quand même une connaissance limitée de ce qu'ils doivent pas faire, ou respectivement de qui fait la séparation, qui ne fait pas la séparation, etc. On va y revenir tout à l'heure dans une petite note de l'OFAC à propos de l'espace aérien Delta.
Et la voie à suivre pour ça, c'est en consultation avec le FAC, ajouter des informations dans l'AIP, préciser que les pilotes ont une responsabilité dans l'espace ECHO, qui pourraient ne pas recevoir d'informations sur le trafic. Hein. On insiste sur ce point. SkyGuide informe chaque fois que c'est possible, mais il n'y a pas de garantie que vous recevez toutes les informations. Ajouter des informations sur les routes IFR dans les cartes VFR, là, ça va compliquer passablement les choses. Je ne sais pas à quel point c'est possible. Les cartes sont déjà bien chargées actuellement. Et standardiser les cartes IFR au niveau des routes de départ et des routes d'arrivée, les SID et les STARS. Et lancer une campagne de sensibilisation virtuelle pour informer des hotspots et leurs fonctions. C'est ce qu'on est précisément en train de faire. On en vient à un exemple concret, la zone de Martigny. Vous avez en bas au milieu de l'image, pour ceux qui ne voient toujours pas mon laser, Martigny. Ensuite, vers la gauche, ça part en direction du lac Léman. Et là, plus loin, on a Sion et toute la vallée du Valais. Cette zone-là, elle est régie par 5 unités différentes de SkyGuide en fonction des altitudes, en fonction d'où vient le trafic, etc. Et là, on a un hotspot qui est assez chaud. Il y a eu quand même passablement de croisements dans cette zone-là. Au niveau des questions locales, par exemple pour cette zone, on a une limite des facteurs topographiques et de l'espace aérien dans la vallée du Rhône. Il y a, comme je l'ai déjà dit, 5 unités différentes de SkyGuide qui fournissent des services aux avions opérant dans cette zone. Dans certains cas, une unité ne pas être au-dessus pour voir les autres aéronefs dans la zone ou être capable de parler à cet aéronef. C'est clair que dans le relief, hein, les radios, comme vous le savez tous, ne passent pas à travers les montagnes, respectivement les ondes radar non plus, et il y a beaucoup de risques en fait, qu'on ne vous voie pas et qu'on ne puisse pas communiquer avec vous. Le pilote IFR ne peut pas être conscient que les procédures, respectivement des avions, font des procédures qui se trouvent dans l'espace aérien ECHO et de la nécessité d'éviter le trafic VFR. C'est clair que, ayant été moi-même quand même pendant 34 ans pilote de ligne, je sais assez que la grande majeure partie des pilotes de ligne ou de business jet ont le nez dans les instruments. Les procédures ne sont pas simples. Ça demande vraiment une grosse concentration et une bonne partie des pilotes IFR regardent relativement peu dehors. Et comme leurs avions sont plus rapides que les avions de l'aviation générale ou les planeurs, eh ben, ça serait plus facile pour eux d'essayer de voir quelqu'un devant que pour nous. L'avion vient peut-être même depuis derrière, comme l'exemple que j'ai déjà donné avant avec le F-18 et le planeur au-dessus de Fribourg. Clairement, le FA-18 est arrivé derrière le planeur qui n'avait aucune chance de les voir. Les solutions possibles pour ce genre de choses, c'est des procédures de coordination entre les unités qui doivent être revues et mises à jour. C'est de fournir à tous les contacts VFR qui sont en contact avec le FIC un code de transpondeur pour permettre aux autres unités de savoir que le FIC est en contact avec cet aéronef, éventuellement de donner au FIC des informations pour informer le pilote de l'aéronef en question. Il convient d'envisager et discuter avec le FAC de la possibilité de mettre en place une zone d'obligation transpondeur, une TMZ, avec une surveillance radio volontaire, comme on a déjà vu pour la Suisse de l'Est. Là, par contre, je ne suis pas sûr qu'on va soulever un enthousiasme général si on met une TMZ dans le Bas-Valais de manière à avoir tout le monde sous contrôle. Je ne suis pas sûr que, par exemple, tous les pilotes de vol à voile vont être enchantés d'une telle procédure ou d'une telle zone. Donc, ça, c'est l'avis de SkyGuide. Malheureusement, je ne peux pas vraiment le partager. La mise en œuvre des routes VFR spécifiques suggérées qui assureront la ségrégation avec les trajectoires de vol des aéronefs IFR opérant vers et depuis l'aérodrome de Sion. Donc, pour préciser juste pour cette zone-là, il est prévu dans un avenir relativement proche, probablement l'année prochaine, qu'il y aura des TMA non seulement vers l'Est comme actuellement, mais aussi des TMA en direction de l'Ouest. Et ces TMA seront par contre un petit peu plus étroites probablement que les TMA actuels du côté Est. Mais donc là, il y aura probablement un changement d'espace aérien afin de diminuer ces problèmes dans l'axe de la vallée. Et aussi une sensibilisation du pilote IFR aux problèmes de l'espace aérien ECHO.
Voilà, au nom du directeur Yves Schneider, je vous remercie d'avoir écouté cette présentation et les questions, s'il n'y en a pas d'urgente, toujours à la fin. Merci d'avance. Comme vous l'avez vu, on a beaucoup de soucis d'accidents, de presque collisions, etc. J'aimerais juste vous rappeler une vidéo qui existe sur See and Avoid. Vous avez les deux moyen d'obtenir cette vidéo, soit par le site de l'EFAC et le point Stay Safe. C'est pas facile à trouver, donc si quelqu'un veut faire un print screen pour avoir l'adresse, c'est à peu près le seul moyen d'y arriver. Moi, j'ai encore jamais réussi à la trouver par moi-même, cette vidéo, si ce n'est par le link. Ou autrement, il y a le lien YouTube. Alors malheureusement, cette vidéo qui dure 25 minutes environ est en allemand. En bon allemand, c'est Willy Disly de Grange qui l'a fait et qui la commente. Et elle est extrêmement bien faite au niveau justement de cette problématique See and Avoid. Donc, ne vous gênez pas d'aller la regarder. Si jamais vous avez besoin de traduction, il y a certainement quelqu'un dans votre entourage qui est capable de traduire le bon allemand. On passe au point suivant, le FAC, qui aimerait qu'on traite de l'espace aérien Delta cette année. Le FAC est en train de réaliser plusieurs vidéos sur l'espace aérien Delta pour sensibiliser les pilotes. Et pourquoi ils en sont arrivés là? C'est que le CC, le SUST, a fait différentes enquêtes qui ont montré une méconnaissance des pilotes au niveau des problèmes de séparation dans l'espace aérien Delta. Delta, c'est par exemple une CTR. Hein. Et il y a une enquête qui a été faite auprès de plus de 200 pilotes, 240 pour être précis, qui ont démontré clairement des lacunes. Beaucoup de pilotes pensent que s'ils sont dans un espace aérien Delta, donc contrôlé, la séparation entre les aéronefs est faite par le contrôleur, ce qui n'est absolument pas le cas. Hein. Entre un appareil VFR et un autre appareil VFR, si vous êtes deux sur la voltation, par exemple, ce n'est pas le contrôleur qui va faire la séparation entre les deux aéronefs. Il peut vous rendre attentif qu'il y a un autre aéronef devant vous, derrière vous, etc. Il peut vous proposer des possibilités pour vous séparer, mais ce n'est pas lui qui fait la séparation. La séparation, c'est vous, comme pilote, qui devez la faire. Et justement, cette enquête a montré beaucoup de méconnaissances à ce niveau-là. Des vidéos vont être faites ou elles ont été faites. Malheureusement, pour quelques jours, je n'ai pas encore les coordonnées de ces vidéos qui seront probablement publiées sur Stay Safe aussi de l'EFAC. Mais dès que je les aurai, ces coordonnées, on les publiera sur la homepage de l'Aéroclub de Suisse. Et ça devrait être pour tout bientôt. On m'avait plus ou moins promis que ça viendrait cette semaine. Donc, ils ont quelques jours de retard. Malheureusement, ça n'a juste pas joué pour pouvoir vous donner le lien ce soir. Voilà, on est arrivé au bout du long couloir. Comme je vous ai dit cette année, heureusement, pas trop de changements encore. Je pense que c'était encore raisonnable. L'année prochaine, probablement, le webinaire va durer un petit moment de plus, très probablement. Et je suis à votre écoute pour les questions. Voilà, avant que les questions se posent, j'entends un écho. Oui, avant que les questions se posent, je voulais remercier Gabi pour cette passionnante intervention. Je crois qu'il y a plein d'informations extrêmement utiles qui nous ont été données. Je te remercie vivement, Gabi. Et puis, voilà. Alors, s'il y a des questions, la page est ouverte. Si ce n'est pas le cas, je vois qu'il y a beaucoup de noms connus dans les gens qui participent. Donc, beaucoup d'entre vous doivent avoir mon numéro de téléphone. N'hésitez pas, un petit coup de fil et je répondrai à vos questions si j'en suis capable, bien évidemment. Sinon, comme conclusion, je vous informe qu'on va faire, suite à une recrudescence des réclamations de bruit pour la voltige, le FAC a eu en 2020 et 2021 passablement de réclamations de bruit dues à la voltige et on va faire un webinaire sensiblement semblable à celui-ci, probablement début mai,
pour rendre attentif à la problématique de la voltige sur aérodrome, voltige itinérante et les bruits qui y sont liés. Et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui font de la voltige, à venir à ce webinaire. Il sera publié. Vous recevrez une newsletter analogue à celle que vous avez reçue pour celui-là, de webinaire. Et ça devrait être, comme déjà dit, début mai. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, ce qui semble être le cas, je vous remercie tous infiniment d'avoir participé à ce séminaire et l'Aéroclub est à votre service. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et Jean-Michel, je te laisse la conclusion. Oui, merci Gabi. Donc voilà, merci pour tout. Je crois que c'était vraiment très intéressant ce soir. Et ça montre aussi que l'Aéroclub se préoccupe de transmettre des informations. Donc, je vous souhaite une très, très belle saison de vol, quelle que soit votre activité. Surtout, allez de temps en temps voir la homepage de l'Aéroclub. C'est plein d'informations. Et puis, comme on dit toujours, bon retour dans vos foyers. Bonne soirée.